Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau point de marché dans lequel évidemment on va parler de l'annonce du cessez-le-feu de cette nuit pour 15 jours et puis après on fera un petit point sur la macro, les engrais, le complexe céréalier, le complexe oléagineux. Allez, on est parti pour 10 minutes. Cette vidéo n'est qu'un extrait du contenu réservé à nos clients, donc si vous voulez l'avoir dans son intégralité, ou voire même que vous souhaitez être aidé dans votre commercialisation des céréales, mais aussi à l'achat de vos engrais GNR, n'hésitez pas à venir chez nous. Pour cela, on a une période d'essai de 30 jours gratuite. Il vous suffit de remplir le formulaire, le premier lien dans la description. Je vous laisse sur ce avec cette vidéo. Bonne journée. Donc au niveau du cessez-le-feu annoncé cette nuit, hein, un quart d'heure avant l'ultimatum qu'avait fixé Donald Trump, hein, je vous rappelle qu'il est sorti des réflexions un peu sordides de réduire toute une civilisation qui allait mourir ce soir. Bon, finalement, comme souvent, hein, pas mal de bluffs, pas mal d'annonces, et finalement chacun annonce un cessez-le-feu. États-Unis-Iran avec des revendications. Chacun a fait ses 10 points ou ses 15 points, on vous en a mis quelques-uns, mais on peut voir qu'aujourd'hui, entre ce que veulent les États-Unis et ce que veulent l'Iran, on est quand même loin d'un accord et d'un cessez-le-feu vraiment durable. Je rappelle, hein, l'Iran, c'est garantir la non-agression des États-Unis, maintien du contrôle du détroit d'Ormuz, alors qu'on est plutôt au niveau des États-Unis à faire une zone libre. Euh, Eux, droit à l'enrichissement d'uranium. Les Américains disent bien qu'il faut renoncer à l'arme nucléaire, reprendre le stock d'uranium de 400 kg, qui vont certes les aider pour le nucléaire civil, mais on n'est pas du tout dans la même chose. Lever des sanctions, ça, tout le monde est à peu près d'accord. Voilà, et puis après aussi des indemnisations pour les dommages causés pour cette guerre et une cessation de la guerre sous tous les fronts, notamment celui du Liban. Et on a eu l'information qu'Israël n'arrêtait pas d'attaquer le Liban. Donc vous voyez bien que le cessez-le-feu commence aujourd'hui. Ça fait réagir les marchés évidemment, mais tout ne sera pas un long fleuve tranquille évidemment. Donc au niveau de la macro, bah, ça réagit tout de suite, hein. Les cours du pétrole ont fortement chuté cette nuit à l'annonce de ce cessez-le-feu, hein. Donc on a un cours qui a fortement dévissé. Inversement, la parité euro-dollar, elle, bah, ça rassure un peu les marchés européens avec toujours notre dépendance énergétique. Donc on a une parité euro-dollar qui remonte, hein, qui repart au-dessus des 1,16. Donc voilà les deux premiers effets immédiats avant l'ouverture des marchés tout à l'heure. Au niveau des engrais, un petit point, donc le cours du gaz, évidemment, chute aussi, hein, on perd 17% ce matin. Bon, évidemment, l'impact sur les prix des engrais ne va pas se voir immédiatement, hein, comme le prix à la pompe, c'est pareil, hein, ça va mettre un petit peu de temps à se résorber. Je rappelle toujours, hein, l'urée, le détroit d'Ormuz, c'est un passage stratégique, il y a toujours des hausses de cours encore peut-être à venir, hein. Le prix de recouvrement est entre 750 voire 760 euros. Il y a les coûts du fret qui ont augmenté, les assurances, et puis une demande qui est toujours très dynamique, avec notamment un appel d'offres de l'Inde. Solution azotée, quelques volumes arrivent de Trinidad et Tobago, mais pareil, hein, toujours un petit peu des volumes un peu restreints en portuaire et des prix qui se maintiennent. Et des vendeurs d'ammonitrate qui, eux, n'ont pas trop, en tout cas, ont arrêté de monter leurs prix, hein, même s'ils restent historiquement élevés, dans le but de vendre, justement pour essayer de prendre des parts de marché à l'urée, à la solution azotée. Et encore un petit rappel, hein, une usine d'ammonitrate vient de fermer en France, hein, celle de Grand Puy, qui réduit encore de 100 000 tonnes notre production au niveau français. Donc toujours notre dépendance vis-à-vis des engrais importés continue. Et la CBAM est toujours maintenue, à voir si elle va tenir ou pas tenir. Certains pays demandent son retrait. Pour l'instant, il n'en est pas question. Au niveau des autres engrais, ce qu'il faut suivre, c'est tous les engrais phosphorés, un DAP comme TSP, hein. Je rappelle qu'il y a certes la hausse de l'ammoniac, mais aussi la hausse du soufre, hein. Le soufre, c'est soit au Moyen-Orient 50%, et puis après on a la Chine et la Russie. La Russie a bloqué ses exportations, la Chine garde toute sa matière première pour elle. Il restait plus que le Moyen-Orient, et résultat, l'OCP marocain, qui importe beaucoup de soufre pour fabriquer son DAP et son TSP, réduit sa production, et ce qui fait une envolée des cours du DAP comme du TSP. Ces deux engrais-là, on vous conseille de ne pas les acheter pour le printemps prochain. Tout ce qui est achat pour l'été, il faut les avoir fait, ça c'est clair. Il y aura à mon avis pas une grande détente avant l'été, mais pour tout ce qui est printemps prochain, on conseille d'attendre que le contexte se calme un petit peu. Il y a juste la potasse, comme je le redis, hein, on reste toujours dans des carafères du marché, même si ça a rebondi depuis qu'on en a fait acheter, ça reste toujours un bon engrais à acheter avec peu de volatilité pour le moment, mais il devrait suivre le sillage des autres engrais à court terme. Quand on fait le point un petit peu sur le blé, un petit tour au niveau fondamental, hein, globalement,
l'état des cultures est globalement bon. Vous voyez ici en jaune, c'est les petites zones à surveiller. Donc les États-Unis, un petit peu de sécheresse, des excès de pluie des fois sur l'Espagne, et puis un peu de sécheresse sur l'Ukraine, qui a eu aussi une vague de froid, et la Pologne. Mais globalement, les premiers à récolter, les Indiens, c'est très très bien. La Chine aussi, et une bonne partie de l'Europe, pour le moment, c'est pas trop mal. On a eu ce rapport USDA du 31 mars dernier, hein, sur les surfaces semées, et ce qu'il faut remarquer, et ce qui est un peu aussi la conséquence de la hausse des engrais, hein, c'est qu'on a une baisse des céréales. Donc aux États-Unis, baisse de 3%, blé d'hiver et blé de printemps 5,8, moins 2,2, donc global moins 3%. On a aussi cette annonce d'une baisse de surface de maïs, on s'y attendait, puis évidemment des cultures avec moins besoin d'azote, comme le soja, plus 4,3%. On a ce même constat aussi en Australie, hein, qui a déjà annoncé des surfaces en blé en baisse de 10%. Donc on pourra avoir comme ça un complexe céréalier qui se tend à travers des baisses d'emblavement avec des coûts d'engrais beaucoup trop chers par rapport à certaines graines oléagineuses. Au niveau des conditions de culture, donc avec une surface en plus en baisse, les Américains ont une belle sécheresse, hein. Donc là, il y a 65% des surfaces de blé d'hiver qui sont concernées par la sécheresse, hein. La semaine dernière, on n'était qu'à 57% et 37% l'année d'avant. Et on peut voir ici, hein, le déficit hydrique est à son maximum. Donc là, les États-Unis reçoivent quelques pluies qui détendent un petit peu la situation, mais quand même des conditions très très sèches avec des vagues de chaleur, comme je vais vous le montrer après. Donc les dégradations des états des cultures, hein, qui a repris cette semaine, avec vraiment toute cette zone principale de blé d'hiver qui est concernée, donc qui maintient aussi un petit peu les cours américains, même si ce matin, les cours américains dévissent. Au niveau des précipitations, dans les 7 jours à venir, on annonce quand même un peu de précipitations sur ces zones-là, avec toujours aussi des températures au-dessus des normales saisonnières. Donc dans ce contexte, hein, aux États-Unis, il y a eu les fonds financiers, hein, qui ont déjà racheté. Donc avec le conflit, plus un peu de weather market, on va dire. Donc ils ont déjà repris une bonne partie. On voit que les marchés US ont bien rebondi. Nous, on a aussi au niveau des fonds financiers européens repris aussi, hein. Donc on était très vendeurs, on est repassé à presque 100 000 lots. On a descendu un petit peu, mais jusqu'à 100 000 lots à l'achat. On a eu un petit rebond du marché, hein, comme je dis toujours, on en a repris presque 10% quand les Américains au plus fort ont presque pris 30% au niveau des cours. C'est vrai que nous, on a fait un gros rachat des fonds financiers avec une hausse quand même assez limitée. Au niveau des cours mondiaux, bon, on voit que la Russie est de nouveau au-dessus des prix français, donc on a regagné un petit peu en compétitivité. Alors pour plusieurs choses, hein. Déjà, il y a un coût du fret qui augmente, hein. Il y a une incertitude, hein. Il y a un navire russe qui a été coulé, hein, notamment par des drones ukrainiens dans la mer d'Azov, donc ça rajoute un petit peu de coût d'assurance, de fret, et puis une remise en taxe, hein, remise en place des taxes à l'exportation pour financer la guerre au niveau de la Russie de 7 dollars qui a renchéri les cours russes et qui nous permet de nouveau d'être un peu plus compétitifs sur cette partie de campagne. Au niveau des cours Euronext, hein, on a le mai 26, hein, qui avait été atteindre la résistance des 210, et depuis, on va plutôt vers les 200, et c'est possible qu'aujourd'hui on puisse naviguer, à mon avis, une journée dans le rouge, un petit peu en dessous du support psychologique des 200 euros. Au niveau de décembre 26, là on reste pareil, hein, dans une fourchette de 115, 200, 223, 225. On pourrait revenir un petit peu sur cette fourchette de 215 aujourd'hui avec la détente des cours et ce cessez-le-feu prononcé cette nuit. Au niveau du maïs,